Le vendredi, c'est n'importe qui, et aujourd'hui, c'est moi, Sébastien. Je sais que vous attendez des nouvelles sur la santé de la chaîne, et bien aujourd'hui, je vais vous en donner. Aujourd'hui, on va regarder À lire à voir, la nouvelle rubrique de la rentrée consacrée à l'actu des sorties. On aura aussi, vous savez pourquoi on est là, une interview sur The Crew, le nouveau jeu de voiture MMO d'Ubisoft, et bien sûr, les oubliés de la Playhistoire avec Professeur Florent. Mais tout de suite, on regarde les news avec toute l'actu du Tokyo Game Show avec Anne. Jour des news du TGS, on va faire un tour du côté de l'espace jeu indépendant qui se situe en plein milieu du Tokyo Game Show. Alors, il y a vraiment plein de jeux, il y en a à peu près 81 je crois, plus encore des jeux indépendants qui sont un petit peu disséminés partout dans le salon. Il y a de tous les pays, de tous les styles, on va aller voir ça tout de suite. Le TGS, cette grande messe du consumer game, est des gros éditeurs. Pendant de longues années, il fallait aller du côté des écoles de jeux vidéo ou dans les micro-stands planqués sous les escalators du salon pour voir des jeux indépendants. D'autre part, les créateurs japonais de Dojin Games et de jeux indés ne pouvaient montrer leurs jeux qu'à l'occasion de conventions de type Comiket si leur jeu était basé sur des licences existantes. Même avec un jeu original, le prix des stands du TGS restait totalement hors de portée de leur bourse. La situation des jeux indépendants au Japon est en train de connaître un changement drastique depuis 1 an et demi. Avec l'arrivée d'événements comme le Beat Summit, la possibilité donnée à tout un chacun de sortir un jeu sur smartphone, mais aussi et surtout avec les efforts mis en place par plusieurs acteurs du secteur, tels que Unity, Sony, Microsoft et Playism. En 2013, on avait pu voir un espace réservé aux jeux indés dans le hall principal du TGS, mais seulement pendant les jours business. Pendant les jours publics, l'espace avait été transporté dans un autre hall avec carrément une scène, des animations de youtubeurs stars et même des concerts. Malheureusement, de nombreuses personnes n'avaient pas eu le courage de faire le déplacement à travers la foule. Un succès en demi-teinte donc. Cette année, le TGS a proposé un vrai emplacement à l'intérieur du salon. Même si ces stands bénéficiaient de tarifs à prix préférentiel, ce n'était pas à portée de la bourse de tous les développeurs. Quand soudain, au mois de mai, Sony, dans son grand plan de soutien aux indés japonais, appelé PlayStation Loves Indies, a décidé en grand prince de tout prendre en charge financièrement, quelle que soit la plateforme sur laquelle le jeu sortait. Plus de 300 candidatures venant du monde entier pour 60 emplacements situés en plein milieu du salon entre Sony, Capcom et Square Enix, le rêve. L'engouement fut au rendez-vous. On trouvait des jeux sur toutes les plateformes, du PC en passant par la PS Vita, les smartphones et tablettes évidemment, et même la Famicom. Le créateur du jeu Killa Killa Star Night, Ricky, est d'ailleurs visiblement très fier de son passage sur No Life. Oui, il y a bien un poster avec Benoît sur un stand du TGS. Parmi les stars de l'indé japonais, on retrouvait Nigolo, l'équipe de la Mulana 2. Il s'agit d'un des rares jeux japonais à avoir effectué et réussi une campagne Kickstarter. Il y avait aussi Onion Games, le nouveau studio de Kimura Yoshiro, le créateur de Little King Story. C'est également le producteur de la série No More Heroes par exemple. Son nouveau jeu remporte la palme du scénario le plus improbable. Million Onion Hotel という、iOS 用のゲームを作ってます。このホテルはですね、ドクターピースという博士によって作られた奇妙なホテルで、このドクターピースマッドサイエンティストなんですけども、このマッドサイエンティストがいろんな変なクリーチャーを作っちゃってるんですよ。そのホテルにやってきたプレイヤーキャラクターが覗き見たゲーム世界が見れるんですね。で、なんでドクターピースがこんなホテルを作ったのか、ドクターピースっていうのは一体何者なのか、このラブ&ピース、ラブ&ピースって叫ぶ、ピースピースイエイって叫ぶこのドクターピース、何を求めて生きているのか、それがミステリーみたいな。ワカモモグラたたきみたいな感じでどんどん倒すといいんだけど、ただ倒すんじゃなくて1列揃えたりとか2列同時に揃えたりとかするとアイテムが出てくるので、そのアイテムでなんとですね宇宙に行けます。で、宇宙に行くともっとハイスコアを狙えるという、そういうゲーム。インディーズになってからまあやっぱりね、忙しいよ。ご飯を食べるための仕事と自分たちで作りたいゲームを作るっていうことを同時にやってるからすごく忙しいんですよ。でも忙しくても幸せだったらいいかなと、みんな幸せにやってますみたいな、そういう感じですね。っていうかね、大きな会社でも働けない、めんどくさい、エスケープフロームビッグインダストリー面白いゲームを作るんで遊びたい人はお金最初に払ってくださいっていう感じです。皆さん、僕の、ミリオンオニオンホテルは僕のパズルでありアクションパズルであるんだけども、僕のポエムでもあるので、そのポエムを見たい人はぜひ買ってください。よろしくお願いします。 Love and peace, yay!
Des jeux conceptuels de Yoichi Komori au concept fou de Shindenken, il y avait toutes sortes de styles représentés, y compris les inévitables RPG ou shmup par exemple. On retrouvait aussi de nombreux développeurs étrangers, comme cette équipe de Taïwan qui présentait un Manic Shooter se jouant avec un vélo d'appartement. Il y avait également le jeu Moon, créé par un studio coréen. Pas mal de Canadiens, notamment Rekadam avec Band Saga, qui effectue en ce moment une campagne de financement sur Kickstarter. Des Français aussi, avec le studio Swing Swing Submarine, des habitués d'Extra Life, qui étaient venus présenter leur titre, Tetrobot & Co, ainsi que Season After Fall, leur nouveau projet. Développeur français habitant à Tokyo, Erun réalise avec un ami le jeu online Gangs of Space, déjà multi-récompensé au Japon. Gangs of Space, c'est ce que Radigo, que vous connaissez bien son life, a nommé lui-même judicieusement un shmuporg. C'est donc un shmup et un MMORPG, on va dire, mélangé. C'est un shmup qui est prévu, qui se joue à beaucoup de joueurs en même temps. Ça fait un joyeux foutoir, mais c'est assez sympa du coup à jouer comme ça. On détruit plein d'ennemis, évidemment comme c'est un shmup on évite plein de boulettes. On ramasse des objets, on débloque des nouveaux vaisseaux, on a plein de progressions comme ça. C'est un peu fou ce qui se passe cette année au Japon parce que c'est vrai que là on est quand même au beau milieu du TGS avec des stands qui sont quand même bien cool, sponsorisés par Sony, donc, qui est un bon support pour les indés là depuis depuis 2 ans. Ils sont bien réveillés là-dessus, ils sont vraiment d'une aide très précieuse et il y a un peu un éveil du Japon tout entier aux jeux indépendants, j'ai l'impression quelque part. C'est-à-dire que les développeurs indépendants qui avant se rassemblaient au Comiket ou Game Legend ou tout ce genre de petites conventions que je fréquentais déjà depuis très longtemps, là ils se sont dit ah mais en fait les gens hors du Japon ils aiment nos jeux, on peut les vendre, on peut peut-être du coup en vivre ou au moins que ça fasse un vrai revenu. Si vous regardez le live, je pense que vous aimez les petits projets de gens passionnés avec des communautés de gens sympathiques et clairement Gangs of Space fait partie de ces projets, donc inscrivez-vous, c'est gratuit et vous pouvez tester le jeu et vous pouvez aussi nous aider avec vos retours à faire le jeu et participer à la création du jeu. Voilà. A noter que tous les jeux indés du salon ne se trouvaient pas seulement sur cet espace. Sur le stand Sony, on comptait quelques titres PS4 et bien davantage sur Vita avec un espace dédié. Au Japon, il était impossible pour un développeur seul ou un groupe de développeurs ne formant pas une entreprise de sortir un jeu sur une plateforme console. Depuis cette année, Sony vient de s'ouvrir à eux. C'est la raison pour laquelle les mythiques jeux de la série Toho, créés par Zoom et d'autres Dojin Games, vont sortir sur PSN et PS Vita. C'est le cas aussi pour le jeu de plateforme Torkel. Pour l'instant, seul Microsoft semble suivre le mouvement, mais toujours rien de la part de Nintendo. D'autre part, des structures comme Playism ou Kakehashi Games sont apparues. Elles aident à la localisation et la commercialisation des titres indépendants japonais sur le marché international et vice-versa. Kakehashi Games was a company that we started to try to help bridge the gap between East and West. We wanted to help bring Western games to Japan and help bring Japanese games to the West. Recently, Kakehashi Games has formed an official partnership with Unity Games Japan to work with them exclusively on Unity-built games. So today, and for the rest of the Tokyo Game Show, we're showing 2 of our games from the West, Never Alone and Elemental, at the Sony booth, which will be coming soon for PlayStation 4. More than anything else, we want to bring the best Unity-built titles and ones that we think the Japanese market will appreciate. So we're always kind of looking for very specific qualities. There's certain types of games. We're not going to bring a first-person shooter to Japan. We're not going to bring a military-based game to Japan. But, you know, it's interesting. A lot of the products that we're working with are more small development teams, very creative titles. We want to show the Japanese consumers what's going on in the West in kind of the indie development or small development scene and really kind of help expand that in Japan. I think we're really, like I said, we're trying to bring unique games. Games that, you know, have a unique mechanic that maybe it's not a traditional type of game. Again, we're really trying to exploit what's going on in the West. I think a lot of the games we're bringing tend to be 2D games with kind of more, I don't know, say colorful or kind of, you know, more interesting visuals in that regard. But as far as gameplay goes, it's all about just, you know, bringing those unique games that we haven't seen before. You know, kind of thinking about going global with any of your games, whether it's Japan or you're a French developer wants to bring your game to North America even. I think right from the very beginning you need to develop your game with localization in mind.
There's something that we talk to a lot of kind of smaller developers and even bigger developers. Sometimes they're not building their games where it's easy to localize into other languages. So if you're building that right from the start, it's going to make the process much smoother. And if you make a good game, there's going to be people anywhere who want to play it regardless of the region. So make what you want to make, but also make sure that you're building it in a way that makes it easy to bring to the other regions. And if it takes more than 2 days to implement other language, then you have a problem. Yeah, it's just like, plug in and the game will be in a different language. That's the way to go. Mighty No. 9, le projet indépendant japonais ayant récolté le plus d'argent sur Kickstarter, était quant à lui présenté sur le stand Microsoft. D'autres jeux indépendants faisaient bande à part dans le salon, comme le Kakekzun. C'est un projet posthume d'Eno Kenji, actuellement en recherche de financement. On pense également au projet Zodiac. Ce RPG, conduit par le développeur français Kobojo, est un projet commun entre son studio écossais et de très grands créateurs japonais. On retrouve Nojima, le scénariste de FF7, ou encore Sakimoto Hitoshi, le compositeur de FF12 à la musique. On en reparlera bien entendu sur nos lives. Lors de l'événement Indie Stream, réunissant tous les acteurs de la scène indé japonaise, ayant eu lieu le samedi soir après le TGS, on a pu aussi assister à l'annonce du jeu d'horreur Project Scissors. Ce titre est issu de la collaboration entre Kono, le créateur de la série Clock Tower, et Ito, le designer des créatures du premier Silent Hill. De manière plus étonnante, on note aussi la participation de Shimizu Takashi, le réalisateur des films Ju-On et son remake américain The Grudge. L'innovation dans le jeu japonais au TGS n'est pas morte, elle est juste planquée derrière les stands des gros éditeurs. Aujourd'hui, on est dans l'espace Indies Game sur le TGS qui se trouve en plein milieu du salon, juste en face de Sony. Et donc, on va jouer à un jeu qui s'appelle Magical Battle Festa. C'est un jeu de baston en arène, super speed, etc. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ça doit être un gros jeu, tout ça, qui est sorti sur PS Vita ou PlayStation, etc. Non, pas du tout. À la base, c'est un doujin game. C'est fait par un studio qui avait déjà fait des jeux issus de l'univers Toho. Donc comme vous pouvez le voir, c'est super speed. Pour l'instant, le jeu est sorti, il a été traduit en anglais, il est distribué par Playism, il va sortir sur Steam et sur PS4. Donc voilà, tout le monde va pouvoir l'acheter. Donc on joue avec des Magical Girls, forcément comme ça s'appelle. Et il y a des filles aussi qui vous aident à côté. Donc on peut lancer des sorts, etc. Donc on a plusieurs attaques, c'est vraiment un jeu de baston. Tout ce qu'il y a de... Ça pète de partout, voilà, c'est ça. Et l'autre chose, c'est que pour les... Ah, j'ai vu une culotte. C'est que les illustrations, voilà, ils ont fait appel à des illustrateurs assez populaires en fait au Japon, ainsi qu'à des doubleuses pour faire les voix des personnages. Non mais j'arrête pas de me faire frapper en fait parce que c'est pas facile de jouer en parlant. Mais vous voyez, je peux déclencher une barrière comme ça avec des sorts magiques. Je pense que sur No Life, on a beaucoup de fans de ce type de jeu super japonais, voilà, de cet univers, c'est très animé, etc. N'hésitez pas à voir ça, en plus c'est vraiment à tout petit prix, comme la plupart des jeux indés. Magical Battle Festa. C'était les jeux indépendants au Tokyo Game Show, j'espère que vous avez vu des choses qui vous ont plu. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a un mouvement qui se crée au Japon pour encourager les jeunes créateurs. Donc il n'y a plus seulement la scène doujin, il faut compter aussi désormais avec la scène indé. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Je pense que la scène va beaucoup changer puisque là, entre 2013 et 2014, ça a vraiment complètement changé du tout au tout. J'espère que ça va être encore la même chose l'année prochaine et que ça va grandir encore plus. Sur ce, je vous quitte, c'était les dernières news du Tokyo Game Show. On se retrouve l'année prochaine. Bye bye! Alors voilà, on est là, à No Life, on fait une rentrée. On est un petit peu surpris nous-mêmes parce que c'était pas du tout évident au début de l'été. Ça, je vous en reparle tout à l'heure. Mais je tiens à vous dire en tout cas que la rentrée qu'on fait là, on l'a fait dans des conditions très difficiles. On a dû faire des sacrifices sur plein de choses. Déjà là, les news que vous avez vues avec Anne qui couvre le TGS, en fait, il faut voir que généralement, depuis plus d'une dizaine d'années, même avant No Life, on se débrouillait toujours pour envoyer Alex et Suzuka au Japon pour couvrir le Tokyo Game Show. Voilà, c'était l'événement traditionnel, ça permettait de faire plein de choses. Et bien là, on n'a pas pu le faire cette année, tout simplement parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Donc on a fait appel à Anne qui est sur place. Elle l'a super bien fait d'ailleurs, bravo Anne. Mais en tout cas, on n'a pas pu le faire comme d'habitude. On a fait aussi d'autres sacrifices que vous avez peut-être remarqué. Par exemple, on ne peut plus faire appel à Thomas, la voix off que vous connaissiez bien
pour les critiques ou Money Shot par exemple. Il y a des membres de l'équipe qui ont proposé d'eux-mêmes de baisser leur rémunération pour aider la chaîne à survivre. Et puis là, vous voyez de nouvelles émissions, de nouveaux génériques, de nouvelles musiques aussi à la rentrée, mais c'est des choses qui ont été réalisées dans des conditions très très difficiles et je tiens à remercier tous les gens qui travaillent sur l'habillage de la chaîne, qui se sont donnés à fond, avec des moyens très limités. Maintenant, on va regarder ensemble la nouvelle rubrique de la rentrée qui s'appelle « À lire, à voir », qui remplace les sorties animées manga. En fait, il faut voir que les sorties animées manga, c'est une rubrique qui avait fait un peu son temps. Elle n'avait pas bougé depuis le début de la chaîne et elle était très limitée pour plein de choses. Déjà, des fois, les sorties ne nous permettaient pas d'assurer un sommaire correct. Ensuite, on voulait parler d'autre chose. Et puis, il faut voir que le rédacteur en chef de cette rubrique, qu'il avait tenue pendant 7 ans, Anoa, qui avait fait un super boulot, eh bien, est parti vivre aux États-Unis. Donc c'était l'occasion de reprendre les choses un petit peu à zéro. Et Alex et Emmanuel se sont penchés sur le sujet et ont créé cette nouvelle rubrique « À lire, à voir », qui parle toujours d'anime et de manga, bien sûr quand même, mais aussi de comics, de sorties de coffrets DVD de séries, de tout ce qu'on veut. Et c'est bien. Et ben on regarde ça tout de suite ensemble. Cette semaine, dans les actus, pas mal de mangas, mais pas que. Il y aura aussi des poils, beaucoup de poils. Des poils de chat, des poils plus virils. Un coup de blues et le cercle du temps décliné en 24 histoires. Encore beaucoup de choses à lire et à voir. Nekojima, l'île des chats, est le second titre jeunesse de l'éditeur Nobinobi. Du même auteur que Pan Pan Panda, Orokura Sato, ce one-shot offre un ton toujours aussi tendre dans des couleurs pastel. Un manga à mettre entre toutes les mains. En restant dans le registre félin, mais du côté nettement plus loufoque, Kurokawa sort les aventures de Nyanpire, le chat vampire gothique. Le chaton est devenu un suceur de sang le jour où un vampire lui a donné une goutte de son propre sang. Un manga comique entièrement en couleurs. Parce que parfois, dans la vie, on a besoin d'un peu de douceur dans ce monde de brutes. Parce que parfois, la virilité c'est se mettre en quatre pour réaliser vos moindres souhaits. Vous taper ou vous faire l'amour. Parce que parfois, il faut un héros pour faire face à la domination culturelle et protéger nos belles valeurs. Heureusement, dans ces cas-là, Pascal Brutal est là. Difficile de faire ses débuts en tant que prof. Yamaguchi Kumiko, jeune prof de maths, débute à peine. Sa première affectation a lieu dans un lycée particulièrement difficile. Ses élèves se croient malins, mais ils ignorent toutefois que Yonkumi, le surnom de Kumiko, est en fait l'héritière d'un célèbre gang de Yakuza. C'est la première fois que Gokusen est édité en France en manga, mais son titre ne vous est peut-être pas inconnu. En effet, la version animée du titre de Morimoto Kozueko a été éditée en France en 2007. Ce titre chaleureux nous enjoint à dédramatiser les situations parfois lourdes et à se dire qu'il y a un cœur sensible caché dans la poitrine de chaque loupard. Du 19 septembre au 4 octobre, à la mairie du 5e de notre belle capitale, salle René Capitan pour être précis, l'association Paris 5/5 organise une exposition consacrée à Jean-Claude Mézières. Cet artiste est surtout connu pour sa série Valérian et Laureline, mais aussi pour son travail artistique sur le film de Luc Besson, Le 5e élément. Casterman édite ce mois-ci 2 volumes signés Taniguchi Jiro, l'auteur de Quartier lointain ou du Sommet des dieux. Il s'agit d'une part du 4e tome de la série Autant de Bochan et d'autre part du premier volume des Contrées sauvages. Cette anthologie du tout début de la carrière de Taniguchi comporte 8 nouvelles. À recommander aux amateurs de grands espaces et aux accros de Taniguchi, bien sûr. Le héros de Cœur glacé a une vie normale, enfin moyenne. Plutôt cool hein, pas de gros soucis, mais pas très palpitante. Du coup ça le déprime un peu et il se pose des questions. Joanne Demour et Gilles Dalle touchent juste quant au mal-être du 21e siècle. Évidemment, ça ne respire pas la joie, même si les planches sont rythmées sur un air de « qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Recueil intrigant paru durant l'été, dans la collection Sensei de l'éditeur Kana, 24 histoires d'un temps lointain regroupent des histoires ayant été dessinées par Matsumoto Leiji il y a plus de 35 ans de cela. Les thèmes chers à l'auteur sont là, le temps, les silhouettes longilines et éthérées, les jeunes filles aux cheveux longs. Particularité amusante, le magazine de prépublication de ces histoires, Play Comic, visait un public adulte. Chaque auteur devait donc inclure des éléments érotiques dans ses récits. Même si cela n'est pas bien méchant au vu des standards actuels, il est rare de voir les personnages de Matsumoto faire quelques galipettes. Alors maintenant je vous ai expliqué dans quelles conditions on était, mais pourquoi est-ce qu'on en est là? Alors ce que je vous disais en juin,
c'est qu'on s'était fait surprendre par une baisse du marché de la publicité. Eh bien, c'est vraiment le cas, en fait, cette année. Je vous avais dit que c'était pas quelque chose qui affectait seulement No Life, mais à peu près toutes les chaînes thématiques, c'est-à-dire les chaînes qui sont sur le câble, satellite et la DSL, exclusivement. Nous, ce qui nous a vraiment mis dans la panade au début de l'année, c'était une reprise trop lente de la publicité. Voilà, janvier, février et mars ont été vraiment extrêmement mauvais. Janvier, on le sait, on a l'habitude, c'est juste après Noël où les annonceurs ont tout donné. Février, normalement, ça commence à reprendre. Et puis mars, normalement, on a de bonnes rentrées. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Il a fallu attendre avril pour qu'on fasse un petit février, en fait. Donc, pour une PME, ce qu'est No Life, c'est très difficile. Maintenant qu'on a un peu plus de vision sur l'année, je peux vous dire que niveau publicité, pour cette année, en discutant avec la régie publicitaire de No Life, on prévoit à peu près moins un tiers par rapport à l'an dernier. Moins un tiers, c'est énorme. Alors, la publicité en télé subit de gros bouleversements. Les chaînes thématiques, donc CabSat et ADSL, subissent de plus en plus la concurrence, la pression des chaînes de la TNT gratuite. Vous avez peut-être vu l'arrivée des nouvelles chaînes de la TNT gratuite il y a un an et demi. Ben voilà, ça fait très mal aux chaînes thématiques. Au niveau publicité, il y a des annonceurs qui maintenant n'annoncent plus du tout sur les chaînes thématiques, mais exclusivement sur la TNT. Soit. Alors, il s'en trouve que No Life, on s'en sort plutôt pas mal, mine de rien. C'est dû voilà, aux mesures d'audience qui donnent des bons résultats, qui indiquent... voilà, je vous en avais déjà parlé, le public de No Life, d'après Médiamétrie, est un public qui a entre 15 et 34 ans, qui est très mixte, à peu près à égalité homme-femme. C'est une bonne cible pour les annonceurs. Je dis, voilà, franchement, c'est comme ça. On avait fait d'ailleurs de bons résultats publicitaires très bons en 2013. Et voilà, 2014, la crise nous rattrape nous aussi. Et c'est très difficile. Alors, c'est très difficile à quel point? Eh bien, au point où je vous avais fait ce message en juin en vous disant, voilà, on a eu des mois catastrophiques. On a peut-être été un peu lent à réagir, mais c'est pas forcément facile. Vous voyez, quand on a une équipe fixe et qu'on a déjà un budget très très serré. Là, depuis début juin, on a dû laisser partir des personnes. Je vous disais qu'il y a des gens qui ont demandé à baisser d'eux-mêmes leur rémunération, qu'on a dû économiser sur tous les fronts. Et bien, c'est vrai. Ceci étant dit, on a un plan pour, du coup, voilà, sur les 6-8 prochains mois, pour déjà se stabiliser et essayer de remonter doucement la pente, parce que ça ne peut être que doucement à notre échelle. Là, au début du mois d'octobre, j'ai rendez-vous au tribunal de commerce. Alex vous avait expliqué qu'on risquait effectivement le redressement judiciaire. On a créé un dossier qu'on pense être suffisamment solide pour montrer qu'on peut s'en sortir sans aller à cette étape. Mais on va voir ce qui va se passer. En tout cas, nous vivons des temps assez incertains. Voilà. Après, je sais que le message que j'avais fait en juin avait suscité des abonnements, et même des gens qui avaient augmenté leur abonnement au catalogue de No Life sur Noco de manière assez importante. Ça me fait un peu peur, pour être honnête. Nous, on n'est pas dans une optique où on vous demande de mettre tout votre argent. C'est pas du tout ça. On essaye de faire des belles choses à la télévision, les choses qu'on aime, les choses dont on a envie de parler. Et après, si ça ne marche pas commercialement, eh bien, on en prendra acte. Et si on ne peut plus continuer, on ne pourra plus continuer, et voilà. C'est tout. C'est pas forcément la fin du monde. En tout cas, voilà, on a fait quand même des belles choses jusque-là. Là, par exemple, les veillées Nadia, c'est quelque chose de super. On a pu faire, voilà, les veillées Nadia sur No Life, avec la dernière là, qui a lieu ce samedi à 22 h. Je vous conseille de ne pas la manquer si vous pouvez, parce que c'est quand même, on va revoir ensemble la fin de la série, et c'est quand même quelque chose. Et puis, on a pu quand même faire une belle rentrée. Alex s'est démené tout l'été. Effectivement, il a remué ciel et terre pour avoir de nouvelles émissions, de nouveaux génériques, de nouvelles musiques. Et notamment, ce qu'on va voir maintenant ensemble, vous savez pourquoi on est là, une fiction, des sketchs sur No Life dans 101%. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et bien, voilà. Allez, pourquoi on est là?
Les enfants, vous savez pourquoi on est là? Pour gagner un max de thunes et me payer le plein de ma nouvelle copine. Vraiment? 540 chevaux, 2500 cm3, 12 cylindres et personne sur le siège passager. Catherine? Non merci Romain. T'es vraiment un bidon Romain. Ouais, t'es un naze. Qu'est-ce que vous voulez, ça c'est mon style. Tu vas faire quoi avec ta voiture d'abruti? Marion, stop! Je suis très content pour Romain et sa nouvelle voiture, qui n'est pas une voiture d'abruti, et dans laquelle on va faire un tour ce soir. Vertical lunch? Mais tu le sais Romain. Mais en attendant, j'ai besoin d'idées là, on va balancer. Indécis. Non Hervé. Indécis? Oui Romain. Bungo! On est parti. Indécis. Elf, c'est du sûr ou pas? Elf c'est sûr parce que tu vois je le vois que c'était Allendor ou tu... Ah, ouais ou non je sais pas, plutôt honnêtement. Ouais. Tyrionel ou un truc comme ça. Bon, temps mort. Là ça fait 5 heures que vous y êtes là et on n'a toujours pas vos fiches de perso. Ça vous dit qu'on commande des pizzas? Ouais. Qu'est-ce qui vous ferait envie? Pepperoni. Oh, t'es sûr? Non. Alors, il y a une question qu'on me pose souvent, effectivement, c'est alors la courbe des abonnements, qu'est-ce qu'elle donne, qu'est-ce qui se passe, comment ça se situe? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une courbe qui a monté après mon message en juin, et normalement, sur l'été, on constate une baisse. On se démène quand même pour faire des programmes inédits pour le online avec toute la couverture de Japan Expo. Mais c'est un peu limiter les dégâts, on voit qu'il y a quand même effectivement une baisse d'abonnement, ne serait-ce que parce que les gens partent en vacances et ne s'intéressent pas forcément au service. C'est un peu normal, c'est l'été, on est en rediffusion sur nos lives, on ne produit plus de programmes à part ces programmes Japan Expo. Là, on a vu qu'après la montée de juin, les abonnements n'avaient pas vraiment baissé durant l'été. C'est la première fois qu'on voit ça. Je sais qu'en disant ça, il y a des gens qui vont se dire « Ah, ça y est, ils sont tirés d'affaire. » Bon, comme vous avez vu, c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on voit ça, et on sent quelque chose quand même que vous êtes là. Après, ce que ça va donner, comme je vous ai dit, c'est pas évident. Mais en tout cas, merci beaucoup. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu du paysage de la vidéo par abonnement en France, la vidéo à la demande par abonnement. Bien sûr, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup avec le lancement de Noco. On a vu l'arrivée en France de Netflix, voilà, ça y est, c'est quelque chose qui avait terrorisé à peu près tous les acteurs du milieu. Nous, pour pas vous cacher, on s'était dépêché de faire Noco avant qu'ils arrivent, de toute façon. Et puis on les a vus arriver avec une super interface, beaucoup de serveurs, énormément de bandes passantes. Effectivement, moi-même je suis abonné à Netflix et je dois reconnaître que la vitesse d'affichage lors d'une recherche, par exemple, est bluffante. Ça, bravo les gars. Après, c'est pas 100% parfait comme service. Et puis, voilà, il y a ça, il y a plein de choses, et ils vont sûrement être très très forts à l'avenir. Nous, ce qui nous intéresse avec Noco, c'est pas de devenir... de dépasser Netflix, enfin ça serait sympa, hein, mais... mais bon. Ce qui nous intéresse, c'est de proposer des choses intéressantes, agréables, peut-être un petit peu de niche comme No Life, mais avec une approche plus large, puisque vous avez vu que sur Noco, il y a No Life, il y a aussi d'autres choses. Et d'autres choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc, on va continuer sur cette voie. On a encore des choses intéressantes à vous proposer. Et je sais que des fois, on peut se dire de l'extérieur, Noco, ça avance pas forcément vite. Il y a des promesses que j'ai faites il y a plusieurs mois qui sont toujours pas fonctionnelles sur le service. Croyez-moi, je le regrette. Mais on continue à travailler dessus d'arrache-pied et ça va s'améliorer. Maintenant, je vous propose de regarder une interview sur le jeu The Crew d'Ubisoft, donc un jeu hybride MMO course de voiture. C'est assez audacieux comme formule, je sais qu'ils ont travaillé dessus pendant des années, on va voir ce que ça donne. Présenté il y a un peu plus d'un an à l'E3 2013, The Crew s'inscrit dans la tradition des titres annoncés par Ubisoft qui promettent énormément. L'ambition ici est de proposer un jeu de course fun, laissant les joueurs se faire plaisir de la côte ouest à la côte est des États-Unis, avec des possibilités de coop et de multi.
Pour le coup, le développement de The Crew a bénéficié du savoir-faire de plusieurs équipes, dont Reflection, à qui l'on doit par exemple Driver San Francisco. Le jeu augmente donc ses chances d'être pris au sérieux, d'autant que le studio principal en charge du développement, Ivory Tower, est constitué de personnes ayant une expérience certaine dans la simulation automobile, comme nous l'explique Julian Guerretti, le directeur créatif du projet. Le résultat est le fruit de l'obsession d'une équipe, une très petite équipe mais très talentueuse, qui était chez Eden Games avant, et qui ont fait un jeu qui s'appelle Test Drive Unlimited, qui était un monde ouvert de conduite déjà ultra connecté sur 360. Et une fois que ce jeu-là est sorti, ils ont quitté Atari, ils ont formé une petite équipe qui s'appelle Ivory Tower. Ils ont continué à grossir, mais ils ont vraiment essayé de garder cette obsession avec un monde ouvert énorme et de la conduite en multijoueur. Et le résultat, c'est The Crew. Ça fait longtemps qu'ils bossent ensemble, 15-20 ans pour certains qui bossent ensemble. Moi, je suis arrivé dans l'équipe il y a 4 ans. Comme souvent dans les grosses productions, et en particulier dans celle d'Ubisoft, les développeurs font appel à des experts dans certains domaines. On pense par exemple à des historiens pour la série des Assassins, ou encore des militaires pour tous les titres estampillés Tom Clancy. Mais qu'en est-il pour une simulation de course? Le monde de The Crew, qui est toutes les États-Unis, on a bien sûr fait énormément de recherches. Donc énormément de recherches, ça voulait dire envoyer l'équipe sur place, prendre des photos, voir un petit peu la culture, voir un petit peu l'atmosphère. Et par exemple, le jeu commence à Détroit et on voulait capturer un petit peu le côté, le renouveau de Détroit. Pas se concentrer que sur la ruine, la dégénérescence de la ville, mais de voir comment le renouveau se passait. Donc là, on a fait appel à une réalisatrice de documentaire qui avait documenté l'esprit des brouillards de la ville. Elle a vraiment permis à ce qu'on voit des choses que personne n'aurait vues s'ils y allaient en touriste. On a découvert un petit peu de la scène de conduite illégale là-bas aussi. On a pris beaucoup de footage et ça, on l'a fait dans 5 ou 6 villes différentes. Donc on a passé pas mal de temps pour découvrir l'essence même, pour pouvoir le traduire dans notre jeu avec un côté un petit peu plus cinématographique, bien sûr. La dimension multijoueur constitue clairement le cœur de The Crew, avec des possibilités de s'associer, de s'affronter en temps réel ou asynchrone, le tout sans avoir à passer par un quelconque salon. Pour rendre l'expérience multi agréable et compte tenu de l'importance de cette dernière de nos jours, il est nécessaire de connaître un minimum son sujet, ce qui d'après Julian semble être le cas des gens d'Ivory Tower. En ce moment, c'est vraiment le cœur de la communication de tous les constructeurs, Sony, Microsoft et même Nintendo. Pour The Crew, c'est vraiment une extension de ce que l'équipe avait déjà fait sur la génération précédente. Donc c'est la deuxième ou troisième itération de cette technologie avec toutes les leçons qu'ils ont appris, qu'on a appris des jeux précédents. Donc la base sociale, la base juste pour communiquer et inviter les autres joueurs est une des premières choses que l'équipe a faites. Donc c'est juste une question de 3 clics pour pouvoir inviter quelqu'un dans son crew. Et même, je dirais plus que ça, puisqu'on sait que le coopératif dans n'importe quelle des missions du jeu est vraiment important pour montrer comment on est différent et beaucoup plus fun que beaucoup d'autres jeux, en lançant une mission, on va automatiquement, par défaut, mettre l'option coop. Et cette option-là va envoyer une invitation de façon géographique dans le jeu à des autres joueurs, et s'ils acceptent, vous allez jouer ensemble. Donc ça va encourager le côté coopératif du jeu. À la fin de la mission, il y aura une invite de « Est-ce que vous voulez former un crew ?» Oui ou non, c'est votre choix. Mais ça encourage les gens qui ont un petit peu, pas peur, mais pas très envie de socialiser parce qu'ils en ont marre de se faire traiter mal online par des gamins de 12 ans. Ce qui est mon cas, hein. J'ai des réflexes d'homme au milieu de sa vie, donc je suis plus du tout au niveau sur des FPS, donc j'ai pas envie d'être humilié à chaque fois que je joue. Donc ça, c'est une bonne solution pour doucement introduire les gens au côté multijoueur de notre jeu.
The Crew s'apprête à sortir à une période où la concurrence au sein de son genre risque d'être plus que rude, à l'image de ce dernier trimestre qui verra sortir des titres tels que Drive Club, Forza Horizon 2 ou encore l'impressionnant Project Cars. Dans cette configuration, on peut alors se demander en quoi The Crew se démarque. Moi, je suis un fan de jeux de voiture, de jeux de conduite, de jeux de racing. J'aime particulièrement tout ce qui est arcade, donc je suis un gros fan de Need for Speed, je suis un gros fan de ce que font Codemasters avec Dirt et Grid, Forza Horizon, c'est quelque chose que j'adore, mais je vais arrêter de faire la pub pour les autres. Là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'est-ce que Ubisoft, qu'est-ce que Ivory Tower pouvait faire pour vraiment challenger les meilleurs du monde en développement. Pas seulement en jeu de voiture, mais les meilleurs du monde. Les équipes de Criterion, les équipes de Playground, les équipes de Codemasters, c'est vraiment des très très bons. Donc, je vais arrêter de leur lancer des fleurs aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait apporter? Si on pense vraiment au pilier du jeu, toutes les États-Unis, pas seulement les villes, mais l'off-road. Toute la conduite et les customisations pour permettre la découverte et l'exploitation dans des courses vraiment variées, parce qu'un takedown en ville, ça va être très différent d'un takedown en campagne. Et un monde multijoueur seamless où toutes les expériences sont partageables avec des copains et avec des rivaux. On a quelque chose qui est une plateforme pour le racing de cette génération de consoles que moi je pense va exister pendant plusieurs années. Donc j'essaye de rester humble, mais je pense que sans avoir fait quelque chose d'aussi ambitieux et aussi bien fait que The Crew, on aurait eu du mal. Mais là, on a quelque chose de vraiment spécial et qui se démarque fortement de ce que font tous les autres. On espère que ça sera effectivement le cas, et on vous reparlera de toute manière de The Crew à l'occasion de sa critique dans un 100% à venir. Alors concernant Noco, il y a un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention parce que je trouve qu'il n'est pas assez connu alors qu'il est vraiment super. Il s'agit du programme Application Partenaire Noco. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, en fait, les développeurs d'applications qui veulent créer une application qui accède à Noco peuvent nous écrire et nous demander une clé, et on leur donne, et ils peuvent créer une application Noco. Alors comment ça marche? Ça veut dire que quand vous utilisez cette application, en fait, vous allez vous connecter à votre compte Noco via le site de Noco. L'application, elle voit pas du tout votre login mot de passe. Ce qu'elle va voir, c'est un jeton anonyme qui vient du site de Noco et qui va dire, bah voilà, cette personne-là a accès à tel catalogue, telles émissions, elle a ses recommandations, cette file d'attente et tout ça. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui il existe des applications qui sont vraiment super. Si vous avez par exemple un téléphone ou une tablette Android, vous pouvez télécharger gratuitement Noco Droid. Noco Droid qui va vous permettre d'utiliser Noco de manière native sur votre téléphone ou tablette. Vous pouvez quand même aller sur le site si vous voulez, mais avec une application native, c'est toujours mieux. Noco Droid a la particularité de supporter depuis quelques jours Chromecast, donc vous pouvez maintenant utiliser Noco Droid pour regarder les émissions présentes sur Noco sur votre télé avec Chromecast. De la même manière pour les possesseurs de téléphone ou tablette Apple, il y a iNoco qui est présent sur les plateformes iOS. iNoco n'a pas Chromecast, par contre il a une fonctionnalité qui est très sympathique, c'est la mise en cache des émissions. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple le matin, vous connecter à Noco avec iNoco sur votre téléphone, télécharger le 101% de la veille et puis le regarder après dans les transports. Ça c'est quelque chose que la plateforme de Noco autorise, en tout cas pour les catalogues existants actuellement. Donc ces applications, elles sont gratuites, sans publicité, et elles sont vraiment super. C'est très intéressant pour tout le monde de pouvoir les utiliser comme ça, vraiment bravo aux développeurs. Et il n'y a pas que ces deux-là, il y en a d'autres. Il y a un plugin XBMC, apparemment tous les gens qui l'utilisent sont ravis, allez voir sur le forum de No Life. Il y a même des applications web qui font juste une présentation différente que celle du site de Noco. Et va y en avoir d'autres, enfin on espère en tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment génial, félicitations à tous les auteurs d'applications, et nous on est ravis de pouvoir même nous-mêmes les utiliser. Et maintenant que ceci est dit, on va regarder ensemble les oubliés de la préhistoire avec le professeur Florent.
Mes chers enfants, il est des produits qui sont excellents mais qui à cause d'une fausse bonne idée se retrouvent boudés et tombent dans l'indifférence la plus totale. Le premier qui me balance comme la Wii U, je lui mets une heure de colle. Non, aujourd'hui je vais vous parler de Three Wonders, certainement l'un des jeux les plus beaux et aboutis du grand Capcom du début des années 90. Three Wonders, appelé Wonder 3 dans sa version japonaise, est donc sorti dans les salles d'arcade du monde entier au milieu de l'année 91, sur le célèbre support CPS-1. Comme son nom le laisse supposer, il regroupe 3 jeux en un que nous allons détailler. Tout d'abord, il y a Midnight Wanderers, un chef-d'œuvre du run and gun qui inspirera bien plus tard Metal Slug. Son univers graphique fantasy, ses couleurs, son rythme, sa jouabilité et la possibilité de jouer à 2 simultanément en font aujourd'hui encore une véritable référence. Ensuite, on trouve Chariot, un excellent shoot'em up. Vous l'aurez certainement compris par vous-même en regardant ces images, on a affaire au même personnage et au même univers que Midnight Wanderers. Scénaristiquement parlant, il s'agit d'ailleurs de sa suite directe. Là encore, c'est un véritable sans faute pour l'équipe de Capcom, dirigée par Okamoto Yoshiki. Enfin, le troisième titre de Three Wonders est Don't Pull, un puzzle game fortement inspiré par Pengo. A l'instar du classique de Sega, un joli petit lapin doit pousser des blocs de façon à écraser différents monstres tout aussi mignons. Oui, Xbox. Et tu as tout à fait raison, Don't Pull dénote complètement avec les 2 autres jeux, mais c'était volontaire. Si l'on en croit Okamoto Yoshiki, les 2 premiers titres, avec leurs univers fantasy et tournés vers l'action pure, ont été conçus à destination des gamers masculins. Or, une étude de marché de l'époque a alors montré que les filles, elles, préféraient les puzzles et les univers kawaii. Comme il en fallait pour tous les goûts, voilà pourquoi Don't Pull paraît si différent. PS4, je t'écoute ? Eh bien, en effet, tu ne crois pas si bien dire quand tu compares cette borne 3 en 1 à une sorte de jukebox. Okamoto Yoshiki nous a en effet expliqué qu'au début des années 90, le principal souci des bornes d'arcade était leur durée de vie en termes d'exploitation. Les joueurs se lassaient vite et les gérants de salles étaient contraints de changer trop fréquemment de jeu. Autrement dit, cette éphémérité coûtait beaucoup d'argent, aussi bien pour les exploitants que pour les éditeurs. Capcom s'est donc dit qu'elle pourrait ainsi tripler la durée de vie de ses bornes si elle proposait 3 jeux en 1. Sans parler de l'économie réalisée sur le hardware, puisqu'il n'est ici question que d'une seule carte mère au lieu de 3. Regardez, voici ici la CPS-1 contenant les 3 jeux ainsi que son flyer d'époque. Et c'est en observant les pratiques musicales dans les bars que Capcom aura cette idée, en témoignent ses propos d'Okamoto. Autrefois, les professionnels de la musique ont eu une idée géniale, créer des jukebox pour écouter de nombreux disques dans une seule machine. Nous voulions donc reproduire le même système, mais avec des jeux vidéo. C'est donc bel et bien un concept de jukebox jeu vidéo que l'équipe souhaite mettre au point. Vivita. Eh bien non, rappelle-toi ce que je disais au début du cours, Three Wonders a été un échec total. Pourquoi ? Bah je vais vous le dire. Et oui, vous pensez certainement que cette idée de jukebox dans une salle d'arcade était brillante, mais en réalité c'est tout le contraire. Parce que dans sa réflexion, Okamoto Yoshiki a omis une nuance de taille. Dans un bar accueillant 50 clients en même temps, on ne peut écouter qu'une seule chanson à la fois. En revanche, dans une salle d'arcade, 50 joueurs peuvent s'adonner simultanément à 50 jeux différents, à partir du moment où la salle propose suffisamment de machines. Imaginons par exemple que quelqu'un s'installe face à Three Wonders, une borne qui contient donc 3 jeux. Imaginons maintenant qu'il insère 100 yens pour jouer à Chariot. Cela signifie que les 2 autres titres, pendant ce temps, vont dormir. Ils ne rapporteront pas un seul centime. En revanche, si Capcom avait opté pour une borne dédiée à chaque jeu, la probabilité pour que les 3 jeux rapportent 300 yens au lieu de 100 était forcément plus importante. Oui, une remarque ? Ouais, t'avais qu'à installer 3 bornes de Three Wonders pour résoudre le problème. Mais en faisant ça, tu confirmes donc que réaliser un jeu 3 en 1, bah ça n'avait finalement aucun intérêt. Et si Wonder 3 est finalement passé inaperçu à son époque, c'est parce que cette fausse bonne idée de jukebox avait un second effet pervers, notamment au niveau de la visibilité. Par exemple, quand quelqu'un jouait à Don't Pull, les autres clients qui passaient derrière la borne se disaient « Ah tiens ici, c'est un puzzle game ». Et s'ils n'étaient pas fans du genre, alors il y a peu de chances qu'ils reviennent et découvrent qu'en réalité, la machine possédait encore 2 excellents jeux d'action. Vous l'avez compris, Capcom et Okamoto Yoshiki tireront rapidement un trait sur ce concept de compilation dans les salles d'arcade. En attendant, les 3 titres de Three Wonders ont fait les frais de cette expérimentation. Et c'est bien dommage car il y a fort à parier qu'ils auraient marqué leur époque s'ils avaient été présentés à l'unité. Peu de temps après, d'autres éditeurs comme Nintendo et surtout SNK tenteront aussi l'expérience des jukebox vidéoludiques, avec plus de succès cette fois. Mais la nuance, c'est que pour Nintendo, leur choix de jeu n'était que des titres déjà rétro et qu'ils recyclaient sans prendre de risques, tandis que SNK mettait bien mieux en avant sa sélection de jeux disponibles dans la borne. Bon ben voilà mes chers enfants, ce sera tout pour aujourd'hui, et pour la semaine prochaine, je vous demande de terminer Three Wonders. Bah quoi ? Ah, ça vous fait 3 fois plus de boulot que d'habitude ? Eh ouais.
Voilà, je vous avais dit que je vous expliquerais la situation de la chaîne. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous ai parlé des apps partenaires parce que j'y tiens. Il faut savoir que les développeurs qui font ça ne sont pas rémunérés. Ils font ça parce qu'ils en ont envie et c'est vraiment génial ce qu'ils font. Je vous ai parlé de la rentrée qu'on fait là, des conditions dans lesquelles on l'a fait, et vraiment bravo aux équipes qui se sont donné beaucoup de mal pour qu'on puisse faire une belle rentrée quand même sur No Life. Je vous ai parlé aussi de la situation de la chaîne là, à très court terme. Voilà, c'est vrai qu'on a des incertitudes sur l'avenir, on fait de notre mieux pour faire des plans, pour construire quand même et aller de l'avant, mais c'est vrai que c'est pas facile. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, on fait toujours la chaîne comme on désire la faire, au plus profond de nous-mêmes, la chaîne dont on rêve, la chaîne dont on peut être fier. Et ça, c'est vraiment génial. Merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt dans... Alors merci tout le monde, bonsoir, salut, ça va? Juste Seb, on n'avait pas dit que cette combinaison 100% polystyrène, en fait, j'allais pas être le seul à la porter parce qu'on s'était arrangé, il y avait un genre de règlement. Ouais. Un peu bizarre. Tu voudrais bien la porter au bout d'un moment? Je sais bien que c'est bizarre, Seb, c'est pour ça que je te sollicite là. Je suis le seul à porter ça? Non, tu vas le faire aussi, hein, n'est-ce pas? Rassure-moi, Ok, je te rassure. Merci. Ok, la prochaine fois, je le mets. Merci bien.